Aujourd'hui, c'est le premier mardi de 2021. Bonne année. Vous êtes donc bien sur Radio Autoroute. Oui, je suis sur le retour après les fêtes. Je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. En quête d'une bonne résolution ? Soutenez-nous sur Tipeee. Bonne année. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fail de la semaine. Le démarrage de cette campagne de vaccination a amené son taux de théorie du complot. Parce que, décidément, le complotisme, c'est un peu comme la menthe dans ma jardinière, ça prend toute la place ces trucs-là. Donc, crevons l'abcès dès maintenant. Morissette était-elle consentante ? Pardon. Si vous n'avez rien suivi à l'affaire, la question est de savoir si Morissette, fringante septuagénaire, a consenti à être la première vaccinée de France. Vaccinée devant les caméras, ses propos ont été analysés, déformés, modifiés, amplifiés autant que possible. Je dis autant que possible car Morissette est, comme beaucoup de gens de son âge vénérable, très dure d'oreille. Elle articule mal et elle porte un masque, ce qui ne facilite pas son élocution. Passons outre le fait qu'il soit complètement stupide. Pour ne pas employer un mot plus fort. De faire un vaccin démo devant des caméras avec un patient non consentant, quand des milliers de personnes ne font qu'attendre leur tour en piaffant, il convient alors de souligner deux choses. La première, c'est que le système de vérification du consentement en France pour ce vaccin est tellement prudent qu'il retarde gravement le déploiement généralisé de la vaccination. Et fait l'objet de virulentes critiques. Nous en reparlerons dans la section « Mauvaise nouvelle de la semaine ». Les chances que, par hasard, ce consentement très procédurier ait disparu pour la personne qu'il fallait vacciner publiquement sont nulles. La seconde chose à souligner est que, à ceux qui objectent la visible confusion de Morissette, je voudrais suggérer de se mettre 2 secondes à la place d'une retraitée, vivant depuis des mois, voire des années en EHPAD, n'ayant eu que peu de contacts ces derniers mois, se trouvant subitement au centre de l'attention des projecteurs, des caméras, des microphones, pour subir, en public, un acte médical. Être confus dans ce genre de situation est normal, et aucunement le signe d'une confusion mentale ou d'une démence sénile. Et si c'était le cas, cela voudrait dire qu'elle aurait eu un tuteur qui consentirait à sa place à ce genre de décision. Ce qui n'est pas une sinécure, vous pouvez me croire. Encore un non-sujet donc pour détourner des vraies questions. Finalement, est-ce que tout ça c'est la faute d'un pangolin ou non ? Découverte de la semaine. Il a beaucoup été question, en cette période de fête, de la variante. À savoir la variante du SARS-CoV-2 qui a été mise en évidence au Royaume-Uni. Je me suis dit que, pour la reprise, c'était bien de faire un petit point sur cette variante et sur les questions que cela soulève. Cette mutation est-elle plus grave ? Rien ne l'indique pour le moment en tout cas. Les spécialistes britanniques estiment que les chiffres dont ils disposent ne montrent pas de surmortalité due à cette variante. Du moins, pas de surmortalité directe. Du coup, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'elle semble être beaucoup plus infectieuse. Entendez par là qu'elle se transmet plus facilement et qu'un individu exposé a plus de chances de développer la maladie. Du coup, même si elle n'est pas en elle-même plus grave, si elle fait augmenter les contaminations, elle va mécaniquement se trouver avec un nombre de morts plus élevé. Sans compter que plus de malades veut aussi dire plus de formes graves, donc plus de tensions hospitalières, ce qui peut provoquer des morts supplémentaires à la fois pour des patients Covid qui auraient survécu en temps normal, mais aussi pour des patients atteints de complètement autre chose qui pâtissent de la dite tension. Pour avoir une idée, vous trouverez ici le communiqué de l'Imperial College de Londres, qui est en première ligne sur ces recherches. Est-ce que cette nouvelle mutation va affecter l'efficacité du vaccin ? En l'état actuel de nos connaissances, non. Car la protéine Spike n'est quasiment pas concernée par cette mutation. 99% de la protéine est semblable. Les morceaux codants utilisés par le vaccin ne sont pas du tout concernés, et il y a peu de chances que ce soit le cas. Souvenez-vous, cette protéine est la clé avec laquelle le virus ouvre les cellules pour s'y reproduire. Oh mais c'est dégueulasse. Et est donc particulièrement stable, car le moindre changement peut la rendre inopérante. Est-ce qu'on va la récupérer en France ? Oui, non, peut-être. Bon, allez, tous en cœur. C'est compliqué. Oui, dans le sens où on va forcément avoir au moins quelques cas, c'est sûr, c'est évident. Pour autant, est-ce qu'on a un risque de voir cette souche-là devenir la souche majeure chez nous ? Pas sûr. Déjà, il faut savoir que la France avait un clade un peu différent de ses voisins.
pour une raison encore inconnue. Et j'en avais déjà parlé, vous pouvez retrouver ça en utilisant l'outil de recherche sur Facebook sur la page du Dendrobat Doctor. Or, dans le cas d'une variante, il ne faut pas oublier que les virus sont en compétition entre eux pour le contrôle des hôtes. La nouvelle variante a dominé le virus natif britannique. Mais rien ne dit que le clade prédominant en France n'est pas plus résistant ou plus vulnérable. Enfin, l'alerte a été donnée par les chercheurs britanniques assez tôt et on peut espérer que les mesures prises l'empêchent de s'implanter durablement sur le continent. Le partenaire du collectif Toubib or Not Toubib a fait un très bon post à ce sujet, que je vous conseille et que vous trouverez en description. Piste de la semaine. Traitement. Vous voulez suivre l'avancée des traitements étudiés contre le Covid-19 ? Vous voulez avoir une étude plus précise, documentée et pondérée de l'état de la recherche de chaque piste ? Vous voulez savoir si les études sur tel traitement sont fiables, si elles sont nombreuses, s'il y a des biais et de quelle nature elles sont ? Vous voulez savoir pourquoi, peu importe le nombre de préprints pas relus et d'observations mal dégrossiées qu'on vous balance, l'iverméticine n'a fait encore aucune preuve sérieuse. Pourquoi même seule l'azithromycine ne sert visiblement à rien, mais pourquoi on est plutôt confiant sur les corticoïdes ? Potassé méta-évidence. Méta-évidence, le site propulsé par les Hospices Civils de Lyon et par l'Université Claude Bernard. Michel, rends le micro maintenant. Non, c'est mon microphone. Qui a donné le micro à Michel ? Méta-évidence est donc un site qui donne accès à l'état actuel de la recherche en direct, en vous donnant pour chaque molécule, dans quelles conditions elle a été testée, à quel point chaque étude a des biais, quelles conclusions peuvent être tirées et ce qu'en dit la méta-analyse. C'est vraiment un petit bijou cette base de données et c'est en accès libre et le lien est en description. Impasse de la semaine. Communication sur le vaccin. On va pas se mentir, il y a eu beaucoup de ratés sur la communication autour des vaccins. Donc, il est sans doute temps de rétablir quelques points. On ne connaît pas les effets à long terme, Michel. Par définition, c'est sûr. On ne connaît pas les effets à long terme, mais le plus probable est qu'il n'y en ait aucun et qu'il n'y en aura jamais. Et cette idée se base sur 3 données. La première donnée est qu'il n'y a jamais, à peut-être une exception près, Et une seule. il n'y a jamais eu d'effet secondaire à long terme pour un vaccin. Pour l'exception, il s'agit du cas de narcolepsie due au vaccin H1N1, mais qui ne sont pas liés au vaccin à proprement parler, puisque les malades du H1N1 contractaient la même pathologie. Simplement au fait que la protéine causant la narcolepsie suite à l'infection du H1N1 était malencontreusement celle choisie aussi pour armer le vaccin. Et par aucun, on veut dire absolument aucun effet secondaire qui ait pu être démontré depuis des décennies. Donc ça pèse un peu dans le game. La deuxième donnée est que les vaccins à ARN sont déjà utilisés en médecine vétérinaire. Et qu'on n'a jamais vu d'effet secondaire à long terme non plus. La troisième donnée, enfin, est que la technologie AARN est utilisée chez l'humain en tant que thérapie génétique. Et qu'on n'a, là non plus, jamais vu d'effet secondaire à long terme. De fait, il n'y a pas le début du commencement d'une once de preuve de quelque chose, de quoi que ce soit qui existe. Le vaccin ne stoppe pas la contagion. Michel, on n'en sait rien. Et quand on dit on n'en sait rien, ça ne veut pas dire que, effectivement, même vacciné, on est toujours porteur. C'est juste que... Donner la preuve démonstrative que le vaccin stoppe bel et bien la contagion, ça demande plus de données qu'on ne peut en avoir en phase 3. ça demande une population entière. Dire « il n'y a pas de preuve que le vaccin empêche la contagion » ne veut pas dire qu'on a échoué à prouver le blocage de la transmission. Ça veut juste dire que, en l'état actuel de la recherche, il s'agit de preuves qu'on n'a pas, matériellement, encore eu la chance d'avoir. Il est plus que probable que le vaccin empêchera aussi de porter et de transmettre le virus. Le reste n'est que précaution oratoire habituelle en science. Et ce serait bien qu'on arrête de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Bah alors pourquoi est-ce qu'il va falloir conserver les gestes barrières si le vaccin bloque la transmission ? Parce que si blocage il y a, il est dans votre corps. Pas à l'extérieur. On le rappelle, le virus se transmet par gouttelettes, mais il est également manuporté. Si vous êtes vacciné, que vous tripotez n'importe quelle poignée de porte contaminée avant d'aller serrer la main à votre collègue greffé du rein, vous risquez quand même de le tuer. Les mesures barrières, en particulier le lavage des mains et la désinfection des surfaces, vont donc devoir continuer à être appliquées. Mauvaise nouvelle de la semaine. Vaccination en France. Nous sommes la risée du monde entier. Le professeur Frédéric Adnet, directeur médical du SAMU pour la Seine-Saint-Denis, n'a pas de mots assez durs pour qualifier la situation vaccinale de la France.
Alors que nos voisins européens, qui ont tous commencé comme nous le 27 décembre, affichent déjà des milliers de vaccinés au 1er janvier, 131 626 pour l'Allemagne qui caracole en tête, 32 969 pour l'Italie encore traumatisée, la France stagne à moins de 500. 332 au dernier comptage. Attention toutefois, tous les écarts ne se valent pas. La France se cale ainsi, comme l'Allemagne, sur les études fournies par les laboratoires montrant une solide immunité après 2 doses. Tandis que le Royaume-Uni, pour aller plus vite, table sur une dose unique. Pour plus de détails, l'interview complète du Dr Adnet est en description. Bonne nouvelle de la semaine. La vaccination dans le monde. Parce qu'il faut aussi se réjouir de ce qui se passe de bien chez nos voisins. La vaccination progresse bien aux États-Unis, très durement touchés par l'épidémie et qui espèrent ainsi enrayer le nombre dramatique de morts. Qui est toujours aux alentours de 3000 par jour. On notera qu'Israël vient de franchir la base des 10% de sa population vaccinée. Le Royaume-Uni, cerné par la nouvelle variante, approche des 1 million de doses administrées, suivi à un rythme soutenu par la Pologne, le Danemark et le Portugal. Qu'est-ce que putain de quoi? Il y a différentes façons de fêter le Nouvel An en ces temps délicats. Seul, avec son chat et un bon petit jeu, en couple avec une bouteille de champagne et une bourriche d'huîtres, en visio avec des amis autour du globe et un bon compromis de fuseau horaire, ou en famille réduite avec les enfants et un tonton formidable pour leur faire radada pendant que les parents cuvent la bûche. Maintenant, accordons-nous sur le fait que Se réunir dans une énorme rave party à 2500 personnes, où 9 personnes sur 10 ne portent pas de masque, où la distanciation sociale est impossible, et où la respiration particulièrement forte, ce qui est un important facteur de transmission est, à peu de choses près, l'idée que l'on peut se faire du summum de l'irresponsabilité. Après avoir blessé 3 gendarmes qui tentaient de mettre fin à l'événement, mais ils n'étaient pas que 3, on s'entend. Les mecs ils sont pas suicidaires non plus, ils étaient vachement plus nombreux, mais la fête se solde par plus de 1200 verbalisations, 8 gardes à vue, majoritairement les organisateurs soupçonnés, et une crainte sanitaire grandissante. Si certains des ravers étaient en période d'incubation, ou même si un seul et unique super contaminateur était présent, au vu des origines géographiques très diverses des participants, la soirée du 31 décembre deviendra rapidement le plus beau cluster de janvier. Point méthode de la semaine. On m'a reproché de taper sur France Soir. ça, c'est justifié. On m'a reproché de taper à tort sur France Soir. Ça, c'est complètement injustifié. Évidemment, ce n'est pas parce que France Soir publie quelque chose que c'est forcément faux. Sinon ce serait trop simple. Peut-être, en effet, est-ce vrai, mais ça n'a plus aucune importance. Je m'explique. Je prends ici le cas de France Soir, mais beaucoup d'autres médias pourraient convenir à cette exposition. Ce média s'est illustré depuis le début de la crise par une avalanche d'articles au mieux erronés. Faut-il rappeler à quel point le journal a défendu les études de l'IHU, dont celles de Gautret et Hall, ou celles de Perron, qui étaient truquées et ce de manière extrêmement visible. Au pire d'articles criminels. Lors de la sortie de la méta-analyse de Fiolet et Hall, François a fait partie intégrante de la campagne de harcèlement et de menaces envers les auteurs. Et je peux vous garantir que les chercheurs qui bossent dur n'ont pas que ça à faire que de se lever au petit matin et découvrir que leur laboratoire a été inondé pendant la nuit de dizaines de mails d'anonymes exigeant leur licenciement immédiat. En passant aussi par la pathétique mauvaise foi. Non, parce que lire les rapports de Recovery pour en arriver à leur faire dire le contraire de ce que et leurs auteurs et le reste de la communauté scientifique en dit, quand il n'y a ni un scientifique ni même un seul journaliste dans la rédaction, c'est fort. C'est très fort. De fait, quand ils publient quelque chose, eh bien ça n'a juste plus aucune valeur. Peut-être que c'est vrai. Mais dans ce cas, ce sera disponible via une autre source qui, elle, aura eu à cœur de faire son boulot d'information correctement, et ce depuis le début. Seulement, moi, et vous aussi, je présume, j'ai un temps limité. J'ai plein de sources très intéressantes que j'ai pas forcément le temps de lire. Je dois trier. Et pour reprendre hygiène mentale, un excellent youtubeur dont je vous mets le lien en description. Si un média a prouvé par le passé que la véracité de l'information n'est pas son premier critère, eh bien je passe mon chemin. Et je vous conseille de faire de même. Mieux, ou pire selon votre point de vue, si ce média publie une information, j'ai 2 possibilités. Soit d'autres sources que je considère comme étant de confiance publient des données similaires, auquel cas je ne lis toujours pas ce média, je vais directement lire ce que les autres sources d'information disent. Soit les seules autres sources qui reprennent l'information sont toutes aussi suspectes.
Genre si vous trouvez une information uniquement sur François, Odyssée, le club de Mediapart, pas Mediapart lui-même, et le blog du quotidien des médecins, pas le quotidien lui-même, toujours, hein. Commencez à voir l'entourloupe. Bon. Il y a de fortes chances pour qu'elle soit vérolée. Ou pire encore, il est le seul à donner cette information, auquel cas je vais par défaut la considérer comme fausse. Jusqu'à preuve du contraire. Peut-être effectivement que je passe à côté d'une vraie information. Mais statistiquement, au vu de son passif, les chances que je sois juste en train de perdre mon temps à lire une énième billevesée, que je vais ensuite devoir aller contre-vérifier au lieu de lire un papier vraiment enrichissant, sont bien trop élevées pour que je tente le coup. Personne n'a le temps de tout lire, de tout connaître Et de tout vérifier. Il faut un système de tri, et celui-ci comporte une part de méthode froide et mathématique. C'est un peu ce que j'essaye de donner dans cette section depuis quelques mois. Il y a aussi une part d'expérience. Il n'est nul besoin d'accorder une 20e chance à une source qui vous a déjà pris pour un jambon 19 fois. On peut tromper... On peut tromper Oh merde. De fait, une part de la méthode de tri est forcément arbitraire. On peut se tromper, ou un média qu'on avait classé comme non fiable peut faire des progrès. Par exemple, si on réembauche des journalistes, au lieu de laisser seul à la barre un rédacteur en chef qui aime raconter sa vie dans Hold Up. Auquel cas, il faut remettre à jour son échelle. Mais en attendant, elle fait son travail de tri préliminaire. Ainsi, François reste une purge délirante dont il est difficile de démêler la mauvaise foi de l'incompétence et que nul ne devrait utiliser comme source digne de ce nom. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne et on y retourne la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas avec la nouvelle année, hélas. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur et, autant que possible, restez chez vous. Bisous. Bisous, bisous.